Donc j'interviens sur ce thème extraordinaire, la justice en question, savoir ce qu'il faut changer pour tout changer. On a le choix de répondre en un mot, peut-être comme ça évitera que je dépasse le temps. Il faut changer l'homme, ça peut être une bonne réponse. Une autre réponse, c'est peut-être l'expérience d'un combat engagé en tant qu'avocat depuis maintenant près de 10 ans aux côtés d'Anticor, et qui m'a fait porter un certain nombre d'affaires assez emblématiques et qui émergent aujourd'hui dans l'actualité et qui permettent de faire un constat qui est un constat empirique. C'est-à-dire que je n'ai pas vocation à être un théoricien de la justice, mais simplement ce que moi, j'ai constaté en qualité d'avocat modeste aux côtés effectivement des combats judiciaires que j'ai pu porter. Je ferai 3 constats qu'on peut tous partager d'ailleurs. 1, la justice est lente. 2, la justice est ligotée par un certain nombre de contraintes institutionnelles et les alertes sont bâillonnées. 3, la justice est fragile car son indépendance n'est pas sanctuarisée. Donc pourquoi d'abord la lenteur? Pourquoi la lenteur est un problème? Elle est un problème fondamental parce qu'on est dans une société, et je pense qu'on l'abordera cet après-midi, société médiatisée, médiatique, qui fait qu'il y a l'émergence très rapide d'affaires judiciaires qui mettent des hommes de premier plan, des élus, des responsables publics, au contact de la justice et au contact d'une affaire qui est révélée dans la presse. Mais le problème, c'est qu'on ne va aboutir à un procès, si tant est qu'on arrive à un procès, que bien longtemps après que cette affaire ait éclaté. Et c'est un problème qui est un problème pas simplement chronologique, qui est un problème de pédagogie. Souvent, nous, les avocats de la défense, en tout cas, puisque je suis un avocat d'abord de la défense, même si aujourd'hui je porte certaines accusations, l'avocat de la défense dit souvent que le procès, c'est ce qu'on plaide aux assises, le procès n'a pas de vertu pédagogique. Cessez, messieurs, madame les jurés, de vouloir prononcer une peine exemplaire, puisqu'il n'y a pas de vertu pédagogique au procès. Je pense que cela est vrai, sauf, et je pense que c'est une exception notable, sauf pour les élus et les représentants publics. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on peut comprendre qu'un certain nombre d'actes criminels extrêmement graves aient pu être commis sous le coup de la passion, parfois du climat sociologique qui a été celui qui a été porté par le prévenu ou l'accusé. Mais en revanche, un élu, il a ce que les autres ne peuvent pas avoir parfois, c'est-à-dire la conscience parfaite de la loi, puisqu'il la représente, et de l'infraction. Et donc cette conscience fait que, j'allais dire, l'excuse, entre guillemets, ou même l'argument qui pourrait consister à ce qu'il entende une sanction moindre n'est pas recevable. La pédagogie, à mon sens, a tout son rôle. C'est pourquoi le procès doit être le plus proche de l'acte, parce qu'à partir du moment où il est plus proche de l'acte, il envoie un message, puisqu'en plus il est relayé par les médias, il envoie un message rapide aux autres élus qui peuvent du coup s'en saisir. Moi, je constate que, par exemple, un dossier qui était un dossier au départ emblématique, je pense à l'affaire Peyrolle, vous vous souvenez du secrétaire général adjoint de l'Élysée, mis en cause pour des prises illégales d'intérêt. Cette affaire sort en 2009, c'est un véritable tollé. Elle va être plaidée à la cour d'appel dans 2 mois ou 3 mois. Plus personne n'en parle. C'était une affaire exemplaire, politique, montrant les conflits d'intérêts, le pantouflage, etc. Elle va être jugée, on n'en parlera plus, parce qu'il y a ce décalage chronophage entre l'affaire et effectivement le prononcé de la décision. Quelles sont les causes principales de cette lenteur? Moi, j'en ai relevé 2. D'abord, les moyens. Je pense que s'il y a une question qui doit être celle de nous tous, c'est la question des moyens de la justice. Et la question des moyens, ce n'est pas une question au hasard, c'est une question profondément politique. L'absence de moyens est un choix politique. C'est effectivement choisir de ne pas engager
clairement une politique anticorruption dont le président d'Anticor tout à l'heure nous a rappelé que si nous rapportons à l'État l'ensemble des fuites liées à la corruption, eh bien, nous ne serions pas en déficit aujourd'hui. C'est quand même un chiffre qui peut interpeller nos responsables publics. Deuxièmement, et là je ne mettrai en cause personne, mais c'est la procédure pénale. Les garanties des droits de la défense sont telles, dans notre code de procédure pénale, et là je ne le critique pas en tant que tel, je dis qu'il permet tous les recours, et des recours qui permettent effectivement à... nous sommes partie civile dans l'affaire des sondages de l'Élysée, affaire de ces sondages de l'Élysée, dépôt de plainte en 2009, nous sommes en 2016, il y a donc 7 ans, et l'affaire est toujours à l'instruction, parce qu'il a fallu répondre à l'ensemble de l'utilisation du code de procédure pénale par les avocats de la défense, dont on sait que dans ce type d'affaires, parce que dans le code de procédure pénale, pour les malheureux ou pour les pauvres, est rarement utilisé dans toutes ses subtilités. Mais pour des hommes politiques, vous avez une utilisation du code de procédure pénale qui est maximale. Et ce code, effectivement, ouvre tellement de perspectives qu'on n'utilise plus le code de procédure pénale comme un outil des droits de la défense, mais comme une manière de retarder le procès à son maximum, de sorte que, in fine, le procès ait perdu tout son sens et toute sa valeur. Alors on a des réponses aujourd'hui qui sont apportées par, je sais déjà que je vais dépasser, on a des réponses qui sont apportées par le parquet, et je pense notamment au parquet financier, au parquet national financier à Paris, qui a trouvé une sorte de parade à ce temps, en tout cas, qui tente d'apporter une parade à ce temps long. Et deux solutions sont utilisées aujourd'hui par le parquet financier. C'est d'abord laisser les procédures en enquête préliminaire. Je précise un tout petit peu, la plupart des dossiers importants sont ouverts sur une information judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une instruction avec un débat contradictoire, les parties sont présentes lors de l'instruction, ils peuvent faire des demandes d'actes, faire des recours, auditionner leurs clients, etc. Quand vous êtes en enquête préliminaire, c'est le parquet sous sa seule autorité qui, effectivement, instruit le dossier, et il n'y a pas de contradictoire. Le contradictoire, c'est le parquet qui le mène tout seul, sous l'autorité de la police judiciaire, le parquet a l'autorité de la police judiciaire, et donc c'est effectivement comme ça que les procédures se mènent. Deuxièmement, lorsque l'enquête préliminaire est arrivée à son terme, au lieu d'organiser un procès, on organise ce qu'on appelle une CRPC, c'est-à-dire une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire que c'est le plaidé coupable à l'américaine. Autrement dit, il n'y a pas de procès public. Il y a un accord qui est passé entre le ministère public et le prévenu, et cet accord est homologué par un juge, ce coup-ci en audience publique, mais disons qu'il n'y a plus de débat public sur l'infraction et la vertu symbolique. Alors, à cela, on peut dire quand même qu'il y a 3 défauts majeurs. D'abord, le fait que le parquet instruise tout seul un dossier fragilise considérablement les procédures. Le débat contradictoire, c'est aussi ce qui permet d'abord d'éclairer aussi le magistrat. Le magistrat n'est pas tout seul, même le ministère public qui est pourtant loin d'être seul, c'est un corps, mais malgré tout, il est animé, il instruit seul ce dossier, de sorte que le rapport à l'autre est étroit, les qualifications juridiques sont parfois malmenées, et on voit bien, par exemple, dans le procès d'Assaut qui a été jugé, il n'a pas été jugé, d'ailleurs il a été renvoyé, et il a été renvoyé pourquoi? Parce que le tribunal a estimé qu'il manquait des éléments d'investigation, et que ces éléments d'investigation étaient utiles à la manifestation de la vérité, de sorte qu'on a renvoyé le dossier au ministère public pour mener un certain nombre d'investigations complémentaires, ce qui prouve que le débat contradictoire devant un juge d'instruction reste, à notre sens, essentiel. La CRPC, je le disais, c'est-à-dire la reconnaissance préalable de culpabilité, disqualifie totalement le procès pénal. Je pense à un dossier que j'ai eu à plaider, qui était le dossier d'Agnès Salle, qui était présidente de l'INA et qui a été poursuivie pour un certain nombre de frais de taxi exorbitants. Ce dossier a été géré uniquement par le parquet sur enquête préliminaire, pas d'instruction. On s'est retrouvé en CRPC, c'est-à-dire que ce dossier qui avait fait du bruit, tout d'un coup, il s'est jugé en catimini avec un accord à minima sur une sanction pénale à minima, et nous n'avons pu intervenir que sur la partie civile. Et donc toute la vertu
pédagogique du procès, qui consiste à dire et à dénoncer, à expliquer ce qui se passe en réalité dans le fonctionnement du pouvoir pour que de telles choses puissent se pratiquer, eh bien, n'a pas pu effectivement aboutir. Alors moi, j'ai des réponses, puisque c'est un peu ça, que changer pour tout changer. D'abord, la volonté politique. Et la volonté politique, elle dépend, comme le disait tout à l'heure M. Montgolfier, elle dépend d'abord des citoyens, c'est-à-dire d'imposer dans le débat public l'augmentation des budgets de lutte contre la corruption et pour une justice financière utile. Objectif prioritaire de la politique que serait la lutte contre la corruption. D'autre part, mais bon, là, il faudrait qu'on fasse presque un colloque sur cette question, une simplification de la procédure contradictoire devant le juge d'instruction, notamment et uniquement pour les cas où il n'y a pas de mise en cause ou de mise en danger de la liberté individuelle. La plupart des dossiers d'affaires financières ne mettent pas en cause la liberté, puisque ces gens sont libres, ils sont rarement placés sous contrôle judiciaire, et il y a bien évidemment, il faudrait faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas le PNF à Paris. Le PNF est dans le quartier des banques, et vous rentrez dans ce PNF, ouais, parquet national financier, vous rentrez dans ce parquet, il est dans le quartier des banques, il y a de la moquette au sol, il y a du marbre dans les couloirs, et les juges ont des grands bureaux. On est déjà dans une forme, effectivement, de justice de classe. Si. Bah, écoutez. Ah non, j'aimerais qu'elle soit égale pour tous. Ça, je l'aimerais. Et j'aimerais qu'effectivement, il n'y ait pas ce sentiment que lorsqu'on va au PNF, on est bien reçu par les juges, on nous répond au téléphone, même pour nous, avocats, on est traité de façon tout à fait différente. Ah bah, essayer de joindre un juge d'instruction dans une affaire de trafic de stupéfiants, ça va être compliqué. Pour avoir un rendez-vous, je pense que j'en irai un plus facilement avec François Hollande. Franchement, c'est vraiment compliqué. Alors, deuxième point, parce que en fait, alors 2-3 minutes, j'avais quand même la justice ligotée. Alors, la justice ligotée, je n'en dirai presque rien, si ce n'est les grands titres que je voulais évoquer. D'abord, casser les protections locales qui en fait, fabriquent des fiefs, parce que la corruption, elle est d'abord locale. Elle est d'abord locale, elle est microcosmique, et elle se passe d'abord, non pas auprès des grands élus, non pas auprès des affaires emblématiques, mais dans les collectivités territoriales, dans les municipalités. Et là, j'avais un certain nombre de propositions à faire. Alors, j'en retiendrai deux. D'abord, qu'il y ait une possibilité d'action publique, de mise en œuvre de l'action publique, pas simplement par la commune lorsqu'un maire est visé, mais qu'on puisse envisager une recevabilité de l'action publique, par exemple, pour un élu de l'opposition, qui aujourd'hui ne peut pas déposer plainte puisqu'il est obligé de passer par le tribunal administratif, qui va vérifier si la recevabilité est possible compte tenu du quantum de détournement de fonds. Bref, tout ça est tellement compliqué qu'en réalité, il n'y a pas de possibilité judiciaire presque d'action des élus, voire envisager l'action citoyenne des élus de la commune, parce que c'est eux aussi qui sont les principales victimes, et je pense que cette question pourrait être envisagée. Deuxièmement, envisager une compétence juridictionnelle distincte pour les élus qui sont jugés. Je pense qu'il faudrait que les élus d'une collectivité territoriale soient jugés hors du ressort de la cour d'appel dans lequel ils exercent leur rôle d'élu. Ça me paraît tout à fait fondamental. Je l'ai constaté à de multiples reprises, j'ai plein d'exemples sous le coude qui démontrent que lorsqu'on est maire de Nice, par exemple, on est le premier magistrat de la ville, et je pense que vous le savez, Monsieur Montgolfier, enfin j'imagine comment ça se passe, mais je pense que Monsieur Estrosi doit régulièrement rencontrer le président du tribunal pour organiser les problématiques de sécurité dans sa ville, et que lorsque Monsieur Estrosi soit est poursuivi, soit est lui-même porteur d'une plainte, le traitement judiciaire est un peu différent, et je l'ai constaté dans une affaire qui est d'ailleurs à opposer la porte-parole d'Anticor, Séverine Tessier, qui m'a, pour une histoire de diffamation, qui a été extrêmement compliquée, avec des détournements de la loi absolue, pour in fine arriver 3 ans plus tard à une relaxe sur une affaire de diffamation totalement montée. Bref, je pense que cette idée de déterritorialiser la compétence juridictionnelle pour les élus me paraît tout à fait importante. J'avais envisagé au niveau national d'évoquer bien sûr la suppression de la CJUR, la problématique de l'immunité présidentielle et parlementaire, mais je me contenterai de dire qu'il faut libérer
les modalités de l'alerte. Alors aujourd'hui, on a une loi Sapin 2 qui envisage un statut du lanceur d'alerte, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener sur les lois relatives aux libertés de la presse et aux procédures bâillons qui sont sans cesse utilisées par le représentant public lorsqu'ils sont menacés par la presse ou par des lanceurs d'alerte sur des malversations qui seraient commises, qui auraient été commises. La réponse et la réplique est toujours l'utilisation judiciaire de la diffamation ou de l'injure pour effectivement faire taire, parce qu'on sait très bien qu'eux, ils ont la protection fonctionnelle qui leur permet de prise en charge de leurs honoraires. On sait très bien qu'en tout cas, ils ont rarement des difficultés de moyens, et de sorte que la manière de faire taire l'alerte, c'est de mettre en œuvre une systématisation des procédures de diffamation et d'injure. Et à cela, je propose, et une réflexion aussi, parce que je ne suis pas le sachant qui pourrait inventer cela, mais peut-être de réfléchir autour soit d'une dépénalisation de la diffamation, parce que je crois qu'il y a une réflexion à mener. Pourquoi est-ce à ce point pénalisé? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se contenter d'une action civile en diffamation, ce qui enlèverait une manière symbolique? D'autre part, peut-être réfléchir sur les mises en examen automatiques, puisque vous savez que quand vous déposez plainte avec constitution de partie civile en diffamation, le juge d'instruction est obligé de mettre en examen. Il n'a pas le choix, il met en examen sur la seule plainte. Et donc, effectivement, c'est une décision infamante, alors même que le juge d'instruction est tenu. Donc il faudrait supprimer ce système de mise en examen automatique qui s'impose aujourd'hui au juge d'instruction. Alors, j'avais quand même le plus important pour la fin, mais je me tairai, c'était la question de la dépendance et de l'indépendance. La question, vous l'avez évoqué, monsieur de Montgolfier, la question de la dépendance du parquet au pouvoir exécutif est un problème fondamental. Alors, il y a aujourd'hui des projets de réforme. Vous savez qu'il y a eu une réforme qui a permis quand même la création du parquet national financier, qui n'existait pas, c'est-à-dire en fait une structure dédiée à la lutte contre la corruption, mais dont on a vu qu'elle était insuffisante. On a vu que malgré la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire Medvedev bien connue, où le parquet avait été stigmatisé comme n'étant pas une autorité judiciaire indépendante, eh bien la réponse a été de dire dans la loi que le parquet se devait d'avoir une nécessaire impartialité. Troisièmement, il y a eu une réforme du Conseil, de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui a en fait redonné un peu le pouvoir aux magistrats, ce dont, je ne veux pas vous ici être désobligeant, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée qui a été choisie. Mais surtout, il n'y a pas de réforme de cet article 64 de la Constitution. Et cet article 64 de la Constitution, il nous dit quoi? L'indépendance de la justice est garantie sous l'autorité du président de la République. Et vous savez que les débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour savoir si on va pouvoir réformer la Constitution, mais on sait très bien qu'on n'y arrivera pas à quelques mois de l'élection présidentielle, portaient également sur cela, c'est-à-dire de savoir si cette garantie de l'indépendance, on sait bien qu'aujourd'hui le président de la République n'est plus le garant de cette indépendance, et ne doit plus être le garant de cette indépendance doit être garantie par le Conseil supérieur de la magistrature. J'avais beaucoup de choses à vous dire encore, mais je m'arrêterai là, je suis toujours très long et je répondrai éventuellement à vos questions. Bien, je vais donc essayer humblement d'expliquer mon point de vue sur la situation qui prévaut en France aujourd'hui, mais comme le titre le dit, que faire pour tout changer? Pour pouvoir répondre à cette question, que faire, encore faut-il savoir d'où venons-nous. Nous sommes dans la Ve République, comme l'a rappelé mon ami et confrère maître Garcenti. Nous sommes sur la Ve République et la Ve République présente de graves lacunes structurelles. Pour répondre à cette question, nous avons souvent fait référence à Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs. On oublie simplement que le pouvoir, d'après Montesquieu, doit arrêter le pouvoir. Ça veut dire que les pouvoirs successifs et alternatifs sont là pour contrôler l'activité des autres pouvoirs, comme c'est le cas, dans une certaine mesure, aux États-Unis d'Amérique. Je vais m'en expliquer. Que faire pour tout changer?
On a cité tout à l'heure Jean Jaurès, on oublie bien volontiers que ce illustre personnage de la République est tombé sous les balles d'un tueur dans des circonstances qui me meurent quand même surprenantes, et qu'à sa mort, après sa mort, a éclaté la Première Guerre mondiale. Arrêter le pouvoir par le pouvoir, ce n'est pas une chose aisée. Que pouvons-nous faire? Alors, nous pouvons faire avec d'abord ce que nous avons. Et qu'avons-nous? Nous avons à notre disposition, à mon sens, deux instruments fondamentaux. D'une part, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la Charte des droits fondamentaux, signée justement à Nice et qui n'est jamais respectée. Le Conseil d'État récemment a admis l'application de la Charte des droits fondamentaux dans un arrêt de 2015, et il est donc évident que dans cette matière, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et je vais vous donner deux exemples. Avant de donner ces deux exemples, je vais vous d'abord rappeler le fait que chacun doit concourir à la manifestation de la vérité. C'est un principe qui découle de l'article 10 du Code civil. Nous devons tous concourir à la manifestation de la vérité et non pas à la diffusion du mensonge ou de l'opacité. Nous devons tous concourir à la manifestation de la vérité et toutes les personnes qui sont là pour y concourir doivent être protégées. Quelles sont-elles? Les magistrats, bien évidemment, les avocats, les journalistes et bien sûr ceux qui sont détenteurs d'une parcelle de la vérité, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les lanceurs d'alerte, et que je résumerai par soit la qualification de témoin, soit par la qualification de victime. Et souvent, les uns et les autres sont, d'une manière confuse, énoncés. Je disais que j'allais donner deux exemples. Le premier exemple est une affaire d'État que je n'ai pas connue, mais je pourrais parler d'une affaire que j'ai connue, qui est l'affaire des écoutes de l'Élysée. L'affaire des écoutes de l'Élysée a mis plus de 10 ans à être jugée par les juridictions françaises. Mais l'affaire que je voulais citer, c'est l'affaire du prétendu suicide d'un magistrat français à Djibouti. Cette affaire a donné lieu à un important combat et l'avocat a été menacé. Il s'agissait de Maître Maurice. Il a été gravement menacé au point qu'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans un arrêt retentissant contre la France, la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 a conclu qu'il y avait eu violation grave de la règle d'impartialité par la juridiction française et d'autre part par le fait que l'avocat s'était livré à une activité fondamentale qui est celui du débat qui doit être produit devant les juridictions. Il y a lieu d'expliquer. Un avocat est là pour défendre les personnes, il est là pour défendre les causes, il est là pour défendre une opinion, il est là pour défendre des preuves, il est là pour défendre une vérité. Cette vérité ne saurait en aucun cas être entravée. En ce qui concerne les journalistes, c'est la même chose. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé ces principes fondamentaux pour condamner formellement et de manière très ferme la Cour de cassation française. Ensuite, le deuxième exemple est un exemple de la justice au quotidien. Parce que finalement, la justice au quotidien, c'est celle dont souvent les citoyens souffrent et qui est celle d'une personne qui était membre d'une radio, et dans cette radio, il y avait des dissensions et il y avait des dysfonctionnements. Cette personne a été dans l'obligation de dénoncer ces dysfonctionnements. Ça arrive partout. Vous faites partie d'une association, vous dénoncez des dysfonctionnements. Vous faites partie d'un barreau, vous dénoncez des dysfonctionnements. Et vous vous retrouvez, comme l'a dit mon confrère, en diffamation. Eh bien, souvent, dans cette matière, il y a des procédures qui sont engagées, qui sont des procédures bâillons, c'est-à-dire des procédures dans lesquelles on met tout en œuvre pour empêcher la manifestation de la vérité. Exemple, cette personne qui a été condamnée, alors elle avait été condamnée très faiblement, à 1 500 € de dommages et intérêts. Et la Cour européenne des droits de l'homme, 1 500 € d'amende, pardon. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit ceci, une chose très importante: or, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l'instar d'une condamnation accompagnée d'une dispense de peine, ou sur le plan pénal, ou à ne payer qu'un euro symbolique à tes dommages et intérêts, elle n'en constitue pas moins
une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de la liberté d'expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence. En effet, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. En effet, la porte-parole d'Anticor à Nice a été empêchée par une procédure qui a été engagée contre elle, par une procédure en diffamation, dans laquelle notre confrère, Maître Carcentier, a défendu la cause de Mme Séverine Tessier. Force est de constater que ces procédures qui sont engagées sont de nature à porter atteinte à la liberté d'expression. Donc, la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la liberté de penser est insuffisante pour présenter les garanties nécessaires énoncées par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme. Que faire pour tout changer? Il faut, pour tout changer, d'abord bâtir par ce que nous avons. La France, pays des droits de l'homme, n'a que 400 requêtes qui sont actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Votre exemple, madame, relève de l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les lanceurs d'alerte qui dénoncent des faits qui sont très graves doivent être protégés. Cela va de soi. La Convention européenne des droits de l'homme est là pour protéger ce genre de plaideurs et ce genre de citoyens. Ensuite, il convient évidemment de renforcer le respect des droits fondamentaux. Comment renforcer les droits fondamentaux? En ayant le réflexe droits fondamentaux, c'est-à-dire chaque fois que les hommes politiques, par des gesticulations qui sont totalement inopérantes, créent des conditions dans lesquelles on conduit nécessairement à mettre en détention, c'est le but de certains candidats, de mettre en détention ou en rétention des personnes sans procès, avec toutes les conséquences qui peuvent s'y attacher. Si on permet tout cela, on ne peut pas arriver à changer les choses. Il ne faut pas oublier que sous la Ve République, il y a eu deux aspects importants, historiquement. Il y a eu le SAC, la création du SAC, Service d'action civique, qui a créé des réseaux occultes qui ont opéré au détriment de l'état de droit tout au long depuis 1960, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute officiellement, mais qu'elle opère de manière occulte et qu'elle continue à opérer de manière occulte, de manière incidente ou insidieuse. Deuxièmement, les réseaux africains, les réseaux de corruption, parce que lorsqu'on dit que changer, tout change pour tout changer, en quelle matière? Évidemment, nous allons nous limiter à la corruption et à la lutte contre la corruption. Pour nous limiter dans la corruption, force est de constater que pendant 50 ans, la France a déployé d'importants moyens financiers à l'adresse des pays africains, sans que les ressortissants de ces pays africains n'en ressentent les effets. On voit aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve l'Afrique. En contrepartie, on voit ici ou là des situations qui sont totalement incompréhensibles et injustifiées. Donc, que changer pour tout changer? Il faut d'abord que la justice opère en totale transparence. La justice doit être publique. L'exception, c'est le secret. Et le secret, ça ne peut pas être le secret de polichinelle. Ça ne peut pas être le secret militaire ou le secret de défense que l'on utilise ici ou là pour bâillonner la justice et empêcher qu'elle se manifeste de manière libre, éclairée et de manière impartiale. Que faire pour tout changer? Évidemment, il faudrait aussi qu'il y ait une Cour des comptes qui ait des pouvoirs coercitifs. Il faut aussi, alors là, c'est un problème qui touche beaucoup à Anticor, que les recours effectués en matière administrative soient déclarés recevables. Et à cet égard, il y a beaucoup à faire en application de la Charte des droits fondamentaux et en application de la Cour européenne des droits de l'homme, car, évidemment, les recours sont souvent jugés irrecevables. Et cette irrecevabilité est totalement incompatible avec le respect des droits fondamentaux. Enfin, évidemment, sur la recevabilité, on peut également se poser des questions. Souvent, il y a l'arrêt, je vous signale à l'attention de l'auditoire, un arrêt tout récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 juillet 2016 qui condamne la France, justement parce que la France s'était permis, par l'intermédiaire de la Cour de cassation, à déclarer un recours irrecevable parce que le recours n'avait pas été effectué dans un délai de 5 jours. La Cour européenne considère qu'un délai de 5 jours pour faire un recours est manifestement trop
trop petit et trop exigu pour permettre une réflexion en vue de se mettre en œuvre le recours nécessaire. C'est un arrêt important qui risque de bouleverser pas mal de choses si on veut respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En conséquence, sans alourdir les débats, je pense qu'il y a beaucoup à faire, que nous pouvons faire. Nous pouvons faire parce que nous avons la prise de conscience. Et que pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait une information. Pour qu'il y ait une information, il ne faut pas qu'il y ait de bâillonnage de l'information. Il faut que l'information circule, il faut que l'information puisse être traitée, il faut que l'information puisse donner lieu aux actions et aux recours nécessaires. Voilà. Merci.